Voilà, bonsoir à toutes et tous. Oh là oui, la sonorisation fonctionne très bien. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance du séminaire de développement d'esprit critique et de la rationalité. Merci de votre présence, encore une fois, renouvelée. Enchanté pour ceux qui viennent pour la première fois. Je sais qu'il y a des gens qui sont habitués, mais certains ou certaines viennent sans doute pour la première fois. Et pour eux, je rappelle, si je puis dire, les règles. Il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a un état d'esprit dans ces séminaires qui est que, d'abord, merci de votre présence, c'est un premier pas, mais ensuite, comme vous le savez, tout est gratuit dans ce séminaire. Et donc, l'idée, c'est de passer un contrat moral. Je me répète un peu à chaque séance, mais je suis obligé de le redire tout de même. En attendant de vous, si vous le voulez bien de diffuser bien sûr les vidéos qui, comme vous l'avez peut-être vu, sont facilement disponibles, elles sont très bien montées et vraiment merci encore à l'équipe des affaires culturelles de la Sorbonne pour ce remarquable travail. Ça contribue beaucoup à la diffusion de ces vidéos. Donc peut-être les diffuser autour de vous et mieux encore, si vous le pouvez, refaire vous-même ce séminaire. Il y a aussi des formes hybrides, vous pouvez montrer les vidéos et puis organiser des débats, comme nous avions dit avant la séance, là, avec des personnes. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez intégrer nos échanges ici, le mieux, c'est de le faire soi-même, de l'enseigner soi-même. C'est la meilleure façon de mémoriser et de s'approprier des connaissances. Alors, une fois que j'ai dit ça, je dois vous dire aussi que c'est une bonne nouvelle, mais ceux qui étaient là la dernière séance, lors du 1er avril, vous vous souvenez peut-être, ça sera mémorable, je vous avais un peu dévoilé, ce qui n'est pas vraiment une surprise, et ça c'est une très bonne nouvelle aussi, et c'est grâce aussi à la Sorbonne et à la Fondation Descartes. Nous allons poursuivre cette université populaire l'année prochaine, mais elle sera quand même plus une université populaire, parce que je ne serai plus tout seul cette fois, nous serons 10, et donc une fois par mois, pour celles et ceux qui le voudront, nous proposerons une conférence autour de l'esprit critique, de la pensée méthodique. Alors, j'ouvrirai la saison, parce qu'on me l'a demandé, ça sera en septembre, et ça ira jusqu'en juin. Bon, vous avez compris qu'il y aura des gens comme Étienne Klein, donc Guillaume Lecointre, Elena Pasquinelli, Virginie Tourné, je ne vais pas les citer tous, Laurent Cordonnier et d'autres, d'excellents esprits qui ont accepté gracieusement de venir. Et ils vous parleront bien sûr d'esprit critique, de pensée méthodique, mais aussi de sciences, d'administration de la preuve, par exemple dans la pensée expérimentale, et y compris aussi de philosophie des Lumières, d'où vient l'idée de développer l'esprit critique, etc. Je pense que ça fera un très très bon environnement intellectuel, et je suis certain que ça va être passionnant. Et nous allons donc revenir à notre dernière séance, vous voyez, sobrement intitulée « Quelques pièges et quelques solutions ». Donc nous allons voir quelques autres de ces biais cognitifs là dont on parle beaucoup et que certains on n'a pas évoqué. Je ne pourrais pas les évoquer tous, je vous l'avais dit. Et puis, parce que ça c'est important aussi, peut-être quelques solutions pour soi-même et éventuellement pour les gens que nous fréquentons autour de nous et que parfois nous désespérons de voir entrer dans des formes de croyances dans lesquelles ils peuvent s'abîmer et éventuellement abîmer aussi leur environnement. Alors, il y a une étude très récente qui vient de paraître, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu parce que j'en ai fait un résumé, et qui montre quelque chose de très intéressant à propos de la diffusion de la fausse information. Cette étude est intéressante parce qu'elle est vraiment de comparaison internationale avec un très grand N statistique. Et elle montre, par exemple, que la diffusion de l'information, et je vais me focaliser sur ce point, elle est évidemment dépendante un peu du diplôme. Ce n'est pas une grande surprise, c'est-à-dire que plus vous êtes diplômé, moins vous avez de chances de diffuser de fausses informations ou de croire à de fausses informations. Mais il y a un autre point qui est intéressant, je me servirai de ceci pour introduire mon propos de ce soir. C'est qu'on montre aussi, avant de se réjouir trop, cette étude montre que plus les gens ont un haut niveau d'études, plus ils ont confiance dans leur évaluation. Et ça, ce n'est pas forcément très bon. C'est bien d'avoir un peu confiance en soi, mais une confiance excessive dans ses propres processus de résolution nous ferme à la possibilité de l'esprit critique. En d'autres termes, le pire qui pourrait nous arriver ce soir, c'est de se dire « bon, c'est distrayant ce qu'il nous dit Bronner, mais en fait, moi, je ne me sens pas concerné. Moi, je suis immunisé. » Comme vous le savez, l'impression de savoir est plus nuisible à la connaissance que parfois l'ignorance elle-même.
Mais c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que notre cerveau à nous ne nous trompe pas, que c'est un peu pour les autres. D'ailleurs, ça a été mesuré, hein, c'est aussi ce qu'on appelle le biais d'optimisme, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire le fait de considérer que soi-même, on est au-dessus de la médiane de la population pour toute une série d'activités. Bon. Alors, on a parfois du mal à se convaincre que notre cerveau est en partie prédictible. C'est vrai que quand on parle du cerveau, c'est enraciné dans notre identité et qu'on a une impression de liberté de penser, ce qui n'est pas totalement faux. Notre pensée elle est relativement imprédictible dans ses conclusions, mais quelquefois, le cerveau est quand même en partie prédictible dans son activité. Alors, si vous en doutez, je vous propose de regarder ceci, en haut. C'est bon ? Ok. Maintenant, c'est fini, vous ne ferez plus prendre. D'accord ? Allez, on essaye ceci. Voilà. Donc, oui, il y a malgré tout des choses prédictibles dans notre cerveau, dans notre façon de raisonner. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé dans des mécaniques à tout jamais, sinon ce qu'on est en train de faire servira à rien. Il est évident, et j'y reviendrai dans la conclusion de cet exposé, que nous pouvons rétro-juger sur ces impressions, c'est-à-dire revenir sur nos processus intellectuels, mais nous avons d'autant plus de chances de le faire que nous n'avons pas une confiance excessive en nous-mêmes et dans les processus que nous convoquons. Alors il ne faut pas non plus, ça serait l'autre versant, croire que l'esprit critique, c'est douter de tout. C'est un terme d'ailleurs qui est très ambigu, l'esprit critique, parce que il peut être convoqué par certains conspirationnistes. Les complotistes croient aussi avoir de l'esprit critique. Ils revendiquent même, à juste titre, le droit au doute. Et c'est vrai que nous avons un droit au doute, mais comme tout droit, il doit s'accompagner de devoirs. Et en quelque sorte, les devoirs du doute, c'est ce qui définit ce que c'est que l'esprit critique. C'est-à-dire des devoirs vis-à-vis de nos propres intuitions, d'avoir pas trop confiance dans nos processus de raisonnement, et donc de ne pas douter de façon hyperbolique. Parce qu'effectivement, il y a des questions qui peuvent être circulaires. Interroger tout, dit ce graffiti, et quelqu'un qui a rajouté en dessous, pourquoi ? C'est ça le doute hyperbolique. À un moment donné, le doute devient autophage. Et il faut avoir aussi en tête que l'esprit critique, ce n'est pas forcément une mesure de l'intelligence à proprement parler. On peut être très intelligent, très brillant, et pourtant s'abandonner à des croyances totalement loufoques. Prenez, je ne sais pas, un des grands génies des échecs, par exemple Bobby Fischer, qui croyait à des choses invraisemblables. Invraisemblables. Peut-être qu'il y avait aussi une variable psychiatrique le concernant, mais il n'empêche que la virtuosité intellectuelle, elle peut être compatible, dans un certain nombre de cas, avec l'abandon à des croyances franchement douteuses, et en particulier, précisément, quand on a trop confiance dans ses propres moyens de résolution intellectuelle. Alors j'aime bien cette phrase de René Descartes, finalement un des grands aspirateurs de la pensée rationnelle, avec Bacon, avec beaucoup d'autres. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Donc ce n'est pas une question, encore une fois, d'intelligence à proprement parler, mais de méthode. Et la question de la méthode, vous le savez, a beaucoup occupé Descartes. Alors je voudrais revenir, comme une deuxième introduction, sur des choses qu'on a déjà un peu vues dans la première conférence, et qui relèvent justement des façons dont notre cerveau peut systématiquement nous tromper. Et vous savez, si vous m'avez écouté lors de la première séance, que j'aime bien commencer par les illusions d'optique, parce que d'abord c'est un champ infini, je pourrais vous faire des heures là-dessus, il y en a qui sont vraiment incroyables, et parce que c'est une bonne façon de se convaincre que dans certains cas quand même il faut se méfier des réponses psychiques de notre cerveau. Alors ça c'est une illusion par exemple qui est très célèbre, que vous avez peut-être déjà vue. Les cases A et B sont de la même couleur. C'est un scandale de cette affirmation. Je dis bien A et B, ce n'est pas les lettres, ce sont les cases. Eh bien, notre cerveau nous commande de croire l'inverse. Nous avons l'impression que la case A est plus sombre que la case B, n'est-ce pas ? Mais si je fais disparaître l'environnement qui nous conduit à cette conclusion, nous voyons bien que la case A et B sont de la même couleur.
Alors là, on pourrait croire aussi qu'on va résister, comme tout à l'heure, mais en fait non. Si je remets cet environnement informationnel, eh bien, de la même façon, la réponse psychique prévisible est de voir que les cases ne sont pas de la même couleur. Alors évidemment, on pourrait se dire que j'ai changé de slide entre les deux et qu'en fait, je vous trompe. Alors je vais essayer de faire un va-et-vient très rapide pour vous montrer qu'il y a bien une permanence. Hein. C'est bien les mêmes cases, je ne triche pas. Alors par exemple aussi, ces trois voitures, ces trois images de voitures sont exactement de la même taille. En fait, c'est 3 fois la même image qu'on a copié-collé et qu'on a mis simplement avec une option perspectiviste. Et cette mise en scène de l'image nous donne vraiment l'impression que la troisième, celle qui est le plus en haut, est beaucoup plus grosse que la première. Mais ce n'est pas le cas. Alors évidemment, c'est beaucoup trop haut. Ce qui serait bien, c'est que je prenne un mètre pour vous le montrer. Mais là, je ne peux pas le faire. Donc je vous demande de me croire. Mais ceci dit, si vous regardez la vidéo sur votre écran bientôt, quand vous regarderez cette vidéo, eh bien, vous pourrez mesurer ça sur votre écran et vous verrez que ce sont bien 3 fois la même voiture. Et ça, c'est là aussi relativement invraisemblable. Alors, il y a plein d'effets. Je ne vais pas vous les faire tous. Mais il y en a un que j'aime bien. Ça s'appelle l'effet Thatcher, comme Margaret Thatcher, parce que c'est ce qui s'est produit avec une photo en fait, de Margaret Thatcher. Et alors, c'est une illusion intéressante parce qu'on commence à rentrer dans les processus cognitifs. C'est comment le cerveau reconstruit un certain nombre d'informations. Alors voilà, ça c'est l'effet Thatcher. Vous voyez, c'est une photo à l'envers. Et votre cerveau traite cette information comme ça. Vous avez l'impression que ce sont des gens qui sourient. Mais si je vous la mets à l'endroit, en fait, c'est ça. C'est atroce, hein, n'est-ce pas ? Et voyez bien, si je vous la mets à l'envers, eh bien, notre cerveau reconstruit une histoire en fait qui est pas bonne. Donc vous voyez bien que, y compris l'illusion d'optique, elle peut déjà nous faire entrer un peu dans le domaine de la cognition et du fait qu'on remplit un certain nombre. Hein, voilà. Alors donc là aussi, c'est pour ne pas avoir de doute. Et je vais terminer sur une dernière illusion d'optique, parce que rassurez-vous, on va parler maintenant de processus inférentiel, mais une illusion que j'aime bien comme intermédiaire avec la question, par exemple, des phénomènes sociaux qui découlent de certaines formes de faux raisonnements, parce que cette illusion-ci, elle va sortir du cadre. Alors, de quoi s'agit-il ? Là, je suis obligé de vous dire que s'il y a des épileptiques dans la salle, peut-être c'est mieux qu'ils ne le fassent pas. Je ne voudrais pas avoir, disons, de responsabilité. Alors, c'est assez simple. Je vais le faire avec vous, si vous voulez. Je vais vous demander de fixer, sans cligner des yeux, ou le moins possible, la petite croix. D'accord ? Vous voyez, il y a une croix au milieu, tout le monde la voit ? Oui. Vous avez l'impression qu'elle change de taille ? Oui, c'est normal, elle change de taille. C'est pas ça du tout l'illusion, mais ça me permet de vous occuper un peu en vous demandant de continuer à fixer cette croix, si vous voulez avoir l'effet que je veux vous montrer. Donc vous fixez cette croix, donc vous habituez en fait votre cerveau à voir cette image et à traiter l'information qui est mouvante. Pour que ça fonctionne, il faut tenir un petit peu, hein, mais pas très longtemps. Rassurez-vous. Et à un moment, je vais vous demander de faire quelque chose, il faudra le faire assez vite, mais ça sera très simple. Hein. Voilà, continuez à fixer cette croix qui grandit. Voilà, et regardez maintenant à droite et à gauche, autour de vous. Voilà. Et donc, en fait, ce que vous avez dû voir, si vous l'avez fait à peu près sérieusement, c'est qu'il y avait des vaguelettes dans le réel. L'illusion, elle est sortie du cadre. Mais maintenant, j'espère, parce que sinon vous pourriez peut-être me faire un procès, ça devrait être terminé. Et ça aussi, c'est une bonne information, parce que ça veut dire qu'il y a une forme de résilience dans notre cerveau. C'est-à-dire, en d'autres termes, notre cerveau a continué à traiter l'information comme on l'incitait à le faire avec cette illusion d'optique, et a continué à avoir des vaguelettes. Mais il y a quelque chose dans notre esprit qui s'aperçoit que ce cadre de traitement de l'information est devenu inadéquat. Et donc, il revient à un traitement normal de l'information. Eh bien, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on va envisager un certain nombre, disons, de biais cognitifs les plus courants. J'en ai sélectionné quelques-uns qui sont vraiment les plus courants dans notre vie quotidienne. Et vous allez voir,
qu'on va sortir, disons, un peu, là, dans un premier temps, des questions de complotisme, etc., parce que je ne voudrais pas qu'ils croient que j'ai une dent contre eux. Et je vais vous montrer aussi que ces problèmes de raisonnement, ces perceptions, par exemple, vous allez voir, de probabilité, elles ont un impact, y compris en matière de santé publique. Je le dis pour ceux qui sont intéressés par la santé publique dans la salle, et il y en a, nous sommes un peu tous intéressés par ces questions, et ça a même un impact très direct sur notre perception de ce qui est dangereux ou pas dangereux. Parce que, oui, nous faisons dans la vie de tous les jours, nous convoquons en quelque sorte des calculs de probabilité. Ça veut dire qu'on ne les écrit pas noir sur blanc, bien entendu, mais quand vous êtes venu tout à l'heure, par exemple, dans cet amphithéâtre, vous vous êtes dit à peu près, il y a 100% que Gérald Bronner soit là, parce que les autres fois, il était venu, j'aurais pu être malade, mais en fait, quand c'est de l'ordre de 100%, c'est ce qu'on appelle une routine mentale, c'est-à-dire qu'on ne l'examine pas vraiment consciemment, mais en revanche, quand on a un doute, voilà, on ne sait pas si quand je vais sortir, par exemple, tel bar va être ouvert ou pas ouvert, etc. Bon, ben, on fait comme ça, intuitivement, des calculs de probabilité, qui nous servent vraiment des milliers de fois tous les jours dans notre vie quotidienne. Et pourtant, dans certaines zones des probabilités, dans certains spectres probabilistes, nous sommes très mal équipés pour le faire, et en particulier les très faibles probabilités. Nous multiplions, par exemple, intuitivement les très faibles probabilités par un coefficient de 10 ou 15. Et c'est ce que montre assez bien cette courbe dite de Prelec. Vous avez les références, là, je vous ai mis les références de tout ce que je vais vous dire au fur et à mesure. Vous voyez, cette courbe, bon, elle est schématisée, elle n'est pas tout à fait comme ça, là, je l'ai un peu simplifiée. En réalité, si nous étions parfaitement rationnels concernant les probabilités, eh bien, ce qui rendrait compte, vous avez en abscisse les probabilités objectives et en ordonnée les probabilités subjectives, la façon dont nous les percevons, eh bien, ce serait cette droite affine en pointillé. Ben, pour 0,1, on verrait 0,1. Pour 0,2, on verrait 0,2, etc. Et en fait, il y a une déformation à l'approche des faibles probabilités et des plus fortes probabilités qui fait, pour ce qui nous intéresse pour les faibles probabilités, qu'on multiplie donc par 10 ou 15 ces très faibles probabilités. Cela signifie, par exemple, que quand nous avons un débat public, que nous échangeons des arguments à propos de risques, que ce soit de médicaments ou par exemple d'innovation technologique ou que sais-je, dont chacun admet que les risques sont très faibles, en réalité, nous traduisons psychologiquement, en multipliant par 10 ou 15, les risques qui relèvent de, par exemple, de conséquences fâcheuses qui peuvent venir d'un vaccin, parce qu'il peut y avoir des accidents de vaccination. Ces cas sont très rares, mais comme ils sont traités sous une forme déformée psychologiquement, ils vont nous faire plus peur que ce qu'ils devraient. Entre parenthèses, sans ça, peut-être que personne ne jouerait au loto. Et oui, parce que vous savez que le calcul d'espérance mathématique du loto est défavorable aux joueurs. Oui. Sinon, la Française des Jeux et les casinos ne s'enrichiraient pas. C'est un impôt, entre parenthèses, déguisé, qui est extrêmement injuste parce qu'il touche prioritairement les classes populaires, y compris sur l'addiction au jeu, par exemple, parce qu'on a des statistiques là-dessus. Donc c'est quelque chose d'assez immoral en réalité et qui tient en partie bien sur le fait que ce qui est impliqué, ce sont d'infinimes probabilités de gains, mais qui vont être naturellement multipliées. Et puis bien sûr la rêverie qui s'attache à des sommes, etc. Il y a un plaisir à rêver, il y a plein de choses qui sont impliquées, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi la surestimation que nous avons des faibles probabilités. Mais ça a un impact du coup, puisque les fortes probabilités, elles sont en fait sous-évaluées et les faibles probabilités, elles sont surévaluées. Ça peut avoir un impact, par exemple, sur la perception des risques sanitaires ou autres. Et une équipe menée par Paul Slovy, qui est un spécialiste de la perception des risques, a été menée donc pour demander, ça c'était aux États-Unis, à votre avis, chaque année, combien y a-t-il de morts, par exemple par inondation, par maladies cardiovasculaires, de tel type de cancer, etc., etc. Évidemment, les gens n'ont pas exactement les chiffres en tête, mais ils ne sont pas incapables de proposer des réponses qui en fait ne sont pas aléatoires, mais qui ne sont pas non plus un décalque de la réalité de la cartographie du risque. Par exemple, c'est ce genre de choses qu'on observe. Et je prends le cas de l'inondation. Vous voyez, il y a à peu près une centaine de morts là, par an à la période où l'enquête a été menée, c'était dans les années 80, mais peu importe. Et ce risque était surestimé avec un coefficient de 10. Vous voyez, on retrouve ce chiffre. 1000 morts, c'était la réponse qui était donnée. Par contre, les maladies cardiovasculaires, elles étaient largement sous-estimées par un coefficient de 10 aussi.
Et alors, ça a un effet tout à fait pervers et qui nous intéresse, puisque une des questions qu'on se pose, c'est celle du marché de l'information. C'est qu'en réalité, du coup, il y a des formes de risques qui sont de bons produits cognitifs parce qu'ils sont rares, comme les morts par inondation, et de mauvais produits cognitifs parce qu'ils sont très courants, comme les morts par maladie cardiovasculaire. Vous verrez jamais un journal de 20 heures qui s'ouvre tous les soirs par aujourd'hui 614 morts de maladies cardiovasculaires, etc. chaque jour. Ça nous ennuierait. Par contre, il suffit, c'est dramatique bien entendu, que quelques personnes, une ou deux, meurent à cause d'une inondation, et ça fera les gros titres du 20 heures, vous l'avez remarqué. Cette asymétrie du traitement, même quantitatif, de la mort, est quand même formellement irrationnelle si on y réfléchit un peu. Eh bien, en fait, vous voyez, là, en quelque sorte, le cerveau et le fonctionnement du marché cognitif, encore une fois, se donnent la main intimement. C'est-à-dire que les journalistes vont traiter beaucoup plus quantitativement des morts à faible risque, ce qui va nous inciter à les voir comme plus répandues qu'elles ne le sont aussi. Et c'est un autre aspect. C'est que, du coup, des maladies parfois rares, mais très médiatisées, vont recevoir beaucoup plus de subsides privés ou publics, sans du tout tenir compte de la vraie cartographie du risque. Donc en fait, quand un mal est rare, s'il est visibilité, comme par exemple la maladie de Lou Gehrig, qui avait donné lieu à un challenge qui s'appelait le Ice Bucket Challenge. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça, c'est pour peut-être les plus anciens. C'était pas sur TikTok à l'époque. Il y avait des gens qui se mettaient de l'eau glacée et des glaçons donc comme ça, juste pour montrer qu'ils étaient capables de le faire et pour donner de l'argent à cette maladie dite de Lou Gehrig, qui était un joueur de baseball américain fort connu et qui en est mort. Mais c'est une maladie très rare. En fait, je ne dis pas qu'elle ne mérite pas de la recherche et un traitement, ce n'est pas la question, mais elle a récolté des centaines de millions de dollars, alors que des maladies qui sont tout aussi mortelles et beaucoup plus courantes, 100 fois, 1000 fois plus courantes, ne recevaient pas autant de dons. Et là aussi, on a des corrélations qui sont significatives avec les recherches sur Internet. C'est-à-dire, nous recherchons aussi sur Internet beaucoup plus des maladies rares que des maladies courantes, ce qui est très étrange. Et on a un recouvrement avec les dons privés, et évidemment que, par exemple, le souci du pouvoir public peut aussi être influencé par la visibilité de certains traitements. On parlait tout à l'heure du fait que les maladies mentales sont grande cause nationale, ce qui est tout à fait légitime, c'est un élément de préoccupation, mais vous avez vu que du coup, ça donne un effet d'optique très fort sur un certain nombre de symptômes, etc., sans distinguer toujours ce qui relève de la science ou pas de la science. Donc, vous voyez que ces éléments-là, ils n'aboutissent pas forcément seulement à des théories du complot ou à des choses comme ça qu'on peut trouver incommodantes, éventuellement dangereuses d'un point de vue politique. Elles organisent aussi une partie du traitement irrationnel des questions de santé publique. Et c'est tout aussi préoccupant, voire plus préoccupant en réalité. Un autre exemple, pour vous montrer qu'il est profondément implémenté dans le fonctionnement de notre cerveau, et c'est un des biais aussi les plus courants, c'est tout ce qui relève, on avait déjà parlé lors du troisième séminaire, des biais d'échantillonnage. Mais là, je vais revenir un tout petit peu plus en profondeur pour vous montrer qu'en fait, nous avons des intuitions statistiques dès le plus jeune âge. Nous pratiquons des techniques d'échantillonnage qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle la logique bayésienne, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'en moque ici. Et on a testé ça sur des bébés de 8 mois. Alors, c'est assez drôle. Vous avez là les références de l'article. Je vous explique ces petits dessins. Donc, vous voyez, en fait, il y a une boîte opaque. Et de cette boîte opaque, il y a un opérateur ou une opératrice qui tire des boules. Donc là, vous voyez, 3 boules rouges à gauche, une boule blanche. Finalement, 4 boules blanches, 4 boules rouges et une boule blanche, d'accord ? Et puis ensuite, devant le bébé qui regarde, on dévoile la vraie nature statistique de l'urne. Dans un cas, c'est étonnant, et dans l'autre, c'est pas étonnant. Expected, unexpected. Vous comprenez pourquoi c'est étonnant ? C'est un peu étonnant de tirer au hasard 4 boules rouges et une seule boule blanche dans un échantillon qui est plutôt constitué de boules blanches. C'est possible, mais c'est étonnant. Voilà. Bien sûr, c'est un peu truqué. On trompe ces pauvres petits bébés de 8 mois. Et alors, comment on sait qu'ils sont étonnés ? Par plusieurs choses.
D'abord, quelquefois, on utilise un proxy expérimental qui est le nombre de suctions sur la tétine. Le bébé est stressé, alors il va avoir un nombre de suctions plus importante, mais on regarde aussi, c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus fidèle comme proxy, on regarde la fixité de son regard. C'est-à-dire plus il regarde longtemps, plus ça veut dire qu'il processe en fait, ça veut dire qu'il est étonné. Donc on mesure le temps d'attention, le temps de fixation comme un proxy de l'étonnement. C'est comme ça qu'on sait parce qu'à 8 mois, ils ne savent pas parler. Ils ne vont pas vous dire j'ai fait un calcul bayésien, etc. Donc on sait, si vous voulez, que très tôt, dans la constitution de notre esprit, nous pratiquons l'échantillonnage. Nous sommes capables, sur la base de quelques boules tirées d'une urne que nous ne voyons pas, d'inférer les caractéristiques statistiques de l'urne. D'accord ? Et ce faisant, nous pouvons nous tromper. Et donc la question de l'échantillonnage, elle est aujourd'hui, donc, je vous dis, profondément implémentée dans le développement de notre esprit, et elle est absolument centrale. Parce que s'il y a quelque chose qui a été perturbé dans notre vie de tous les jours, à cause des réseaux sociaux, c'est notre calibrage social. C'est-à-dire l'échantillon de réel auquel nous accédons et à partir duquel nous allons inférer des lois générales. Je vous l'avais dit, parce qu'il y a des super spreaders, il y a des gens qui sont suractifs sur les réseaux sociaux, ils vont présenter une vision du monde qui va avoir une visibilité dont je vous avais dit que nous allons avoir tendance à la prendre pour de la représentativité, à cause du fait que notre cerveau est virtuose à faire des échantillonnages. Et vous voyez, cette virtuosité, elle se retourne contre nous dans certaines conditions sociales, en l'occurrence dans certaines conditions informationnelles. Alors il y a des tas d'exemples de mauvais échantillonnage. Notre mémoire peut mal échantillonner, etc. Mais j'en ai retenu qu'un, parce que je ne peux pas, le biais d'échantillonnage pourrait encore une fois, à lui tout seul, donner lieu à des dizaines d'exemples. Mais il y en a un que j'aime bien parce qu'il est historique et qu'on a appelé le biais du survivant. Et qu'en fait, un biais qui est fondé sur une erreur d'échantillonnage que je vous laisse apprécier. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment, c'est pendant la bataille notamment de Londres, la bataille d'Angleterre, qui se joue beaucoup dans le ciel, comme vous le savez, parce qu'il n'y a pas eu de débarquement allemand en Angleterre, mais il y a eu des batailles aériennes terribles. Et il y a des avions qui revenaient comme ça, criblés de balles. Et on a demandé justement de faire des statistiques sur les impacts de balles. Et en fait, voilà ce qu'on obtenait. On obtenait statistiquement ces endroits qui étaient le plus souvent touchés sur les avions qu'on voyait. Et la question est de savoir où est-ce qu'il faut blinder ces avions, en réalité. Parce qu'on ne peut pas mettre du blindage partout, l'avion serait trop lourd. Et alors, pendant un temps, ce que les Anglais ont fait, c'est de blinder là où il y avait des points rouges. Peut-être que vous auriez fait ça, vous aussi, non ? Je ne sais pas. Ou non, parce que vous êtes super équipés maintenant, et vous dites « Aïe, 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 est-ce que ce ne serait pas un problème de biais d'échantillonnage ? Est-ce que je n'inférerais pas une loi générale à partir d'un échantillon qui est biaisé, c'est-à-dire les avions qui reviennent, sans avoir de regard pour tous les avions qui en fait ont plongé dans l'océan parce qu'ils se sont fait détruire. Donc en fait, ceux qui reviennent, c'est qu'ils n'ont pas été touchés dans des endroits si essentiels au point qu'ils ne puissent pas re-rentrer sur la base. Donc en fait, il ne faut pas blinder les endroits où il y a les impacts, il faut blinder les endroits qui sont blancs. Parce que ceux qui ont été touchés là ne sont pas revenus. Et vous voyez, si vous servez seulement de l'échantillon des avions que vous voyez devant vous, vous en inférez le contraire de ce qu'il faudrait faire. Voilà, un exemple de biais d'échantillonnage. Je prends un dernier exemple pour la bonne bouche, comme on dit, et très, très général, très important dans notre vie de tous les jours, parce que beaucoup de décisions qu'on prend, on les prend sur la base de coûts et de bénéfices qu'on envisage. Ouais, si je fais ça, c'est bien. Il y en a qui font des tableaux, plus, moins, pour essayer de rationaliser un peu les décisions. Il y en a qui se reconnaissent là dans les tableaux. Et puis, quelquefois, c'est aussi une façon, y compris en termes de santé publique, quelquefois d'évaluer une action rationnelle. On sait qu'elle va avoir des coûts, on sait qu'elle a des bénéfices, pour voir si elle vaut le coup. Peut-être qu'on... Ce n'est pas toujours mesurable, quand on parle de vie humaine, ce n'est pas des chiffres exactement aussi rationnels que cela, mais enfin, c'est une façon, en tout cas, vaut mieux ça que d'y aller au doigt mouillé, quand même, dans certains cas. Sauf que voilà, là aussi, notre cerveau est mal équipé pour penser rationnellement la balance des coûts et des bénéfices. Alors, je vais commencer par un ensemble de petits
problème, enfin de choix que vous pourriez faire. Et je pense que vous allez mesurer dans votre cerveau quelque chose qui va se passer. Alors, par exemple, si je vous dis, préféreriez-vous avoir une chance sur 10 de gagner 10 € ou gagner à coup sûr 1 €? Bon, vous voyez là, l'espérance mathématique est la même. Il n'y a pas de choix plus rationnel. C'est l'un ou l'autre, ça dépend de votre sensibilité. On ne peut pas dire qu'un choix est plus rationnel que l'autre. Puisque vous avez une chance sur 10 de gagner 10 €, l'espérance mathématique est de 1, ou alors je vous donne 1 € à coup sûr. Je suis sûr que dans ce cas de figure, la plupart d'entre vous préfériez tenter votre chance de gagner 10 €. D'accord ? Mais pourtant, la structure mathématique, elle est la même que ce qui va suivre. Vous avez une chance sur 10 de gagner 100 €, ou alors je vous donne un billet de 10 € à coup sûr. Peut-être que vous essaieriez de gagner 100 € aussi. Un billet de 10 €, bon, c'est bien, mais OK. Avoir une chance sur 10 de gagner 1000 € ou gagner à coup sûr 100 €. Là, je vous mets tout de suite 2 billets de 50 €. Vous voyez, vous commencez à la sentir, la balance, tout doucement. Si ce n'est pas le cas, on va aller plus loin. Une chance sur 10 de gagner 10 000 € ou gagner à coup sûr 1000 €. Bon, là, une partie d'entre vous a basculé, pas tous, parce que ça dépend de votre niveau de revenu, en fait. Et c'est tout à fait vrai. Évidemment que ça dépend de votre niveau de revenu, mais enfin, quand même, une partie, ce serait bien d'avoir des petits buzzers verts et rouges, comme ça, je verrai dans la salle peu à peu, le changement de préférence. On peut aller beaucoup plus loin. Une chance sur 10 de gagner 100 000 € ou je vous donne 10 000 € tout de suite, n'est-ce pas? Et bon, on peut aller jusqu'à l'absurde. Une chance sur 10 de gagner 100 millions d'euros ou gagner à coup sûr 10 millions d'euros. Ceux qui tentent 90% de chances de tout perdre et qui refusent les 10 millions d'euros à coup sûr, peut-être Elon Musk. Peut-être il faut avoir un sacré niveau de revenu pour essayer de tenter sa chance. Mais sinon, pour la plupart d'entre nous, évidemment, on préférerait avoir les 10 millions d'euros. Et pourtant, vous avez vu que la structure mathématique du problème est strictement la même. Mais notre cerveau a basculé, alors que c'est, du point de vue rationnel, indifférent, du point de vue de la rationalité mathématique. Et pourtant, nous avons bien psychologiquement une préférence. Une des explications du problème, pas la seule, mais une des explications, c'est qu'en fait, nous avons une perception des valeurs numériques qui s'érodent au fur et à mesure qu'elles sont importantes. Pour que vous me compreniez bien, si vous gagnez 1 million d'euros à la loterie, vous êtes content. Si vous gagnez 3 millions d'euros à la loterie, vous n'êtes pas 3 fois plus content. D'accord ? Il n'y a donc pas un rapport linéaire entre les gains et les contentements psychologiques. Il y a un écrasement, qu'on dit logarithmique, du contentement psychologique du gain. Alors on est toujours un petit peu plus content, mais de façon de plus en plus lente, en quelque sorte. Et ça va avoir un impact éventuel sur les choix, par exemple, qu'on peut faire quand on est confronté à des sommes très importantes. Par exemple, en matière de politique publique, on nous demande de trancher des choses, etc. Mais il est évident que nous ne sommes pas forcément bien équipés parfois, donc il faudrait prendre le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à donner son point de vue, loin s'en faut, mais bien prendre le temps de nous méfier de cette érosion psychologique que nous faisons subir au coût. Et c'est la même chose aux bénéfices, et c'est la même chose pour les coûts. Il y a aussi une érosion, mais c'est là où ça se complique, parce que ce n'est pas symétrique. En fait, pour compenser 1 € de coût, il faut 2,5 € de bénéfices. Vous voyez, cette asymétrie dans la perception des coûts et des bénéfices, elle nous retire, d'une certaine façon, la possibilité d'être intuitivement rationnel quand il est question de prendre en compte ces coûts et des bénéfices. Si vous rajoutez à cela les questions de probabilité que j'ai évoquées tout à l'heure, vous voyez que les débats publics autour du risque, de l'acceptation du risque, sont évidemment lestés, pas seulement par ça, mais évidemment lestés par les intuitions de notre cerveau. Alors, cette courbe, ce que je viens de vous dire peut être synthétisé par cette courbe. Vous voyez, on a les gains et les gains objectifs et en fait les valeurs psychologiques. On a en gain, en perte. Vous voyez que les valeurs psychologiques des gains, elles s'écrasent en fait. C'est pas du tout une droite strictement linéaire comme ça, qui ferait que 1 million, je percevrais 1 million d'utilité, 3 millions d'utilité, etc. Non, il y a un écrasement. C'est la même chose pour les pertes.
Mais en réalité, hein, oui, ça ne va pas à la même vitesse. Encore une fois, un bénéfice de la même somme n'est pas compensé psychologiquement par un coût de la même somme. Les coûts, ça nous coûte plus cher, en quelque sorte, psychologiquement, que les bénéfices. Alors évidemment, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire en termes de présentation pour amoindrir un bénéfice. Par exemple, vous pouvez agréger les différents bénéfices. Ou pour amoindrir un coût, vous pouvez agréger ces différents coûts. Hein, si vous mettez 3 fois 1 million de coûts, ce n'est pas la même chose que 3 millions. 3 fois 1 million, ça représente plus psychologiquement que 3 millions. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, en réalité, nous pouvons pour nous-mêmes avoir une forme d'hygiène en nous méfiant, évidemment, de ces questions. Alors, venons-en quand même au grand thème de ce soir, après avoir fait ce petit catalogue d'exemples qui sont, encore une fois, les biais, à mon avis, les plus courants. Hein. Ce qui touche aux probabilités, ce qui touche à l'échantillonnage, ce qui touche à la perception des coûts et des bénéfices. Dans la vie de tous les jours, des dizaines de fois, nous convoquons ce type d'inférence. Alors, comment s'en sortir ? On n'a pas encore toutes les solutions, c'est une science qui est en train d'avancer, mais grosso modo, quant à moi, je ne prétends pas être exhaustif, j'ai repéré 4 techniques. 4 techniques que je vais un tout petit peu détailler. La pédagogie de l'erreur, l'effet de cadrage, ou le frame effect, on va voir ce que c'est, le contre-feu, on va voir aussi ce que c'est, et enfin le rétro-jugement. Alors commençons par la pédagogie de l'erreur. Grosso modo, la pédagogie de l'erreur, c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire apprendre, apprivoiser le fonctionnement de son cerveau, qui est social, dans un contexte informationnel. Ça, c'était la première séance. Et puis, la deuxième séance, les limites de la rationalité, reconstruire les propres limites de la rationalité. Rappelez-vous, les limites spatiales de la rationalité, temporelles, représentationnelles, c'est-à-dire culturelles, et cognitives de la rationalité. Donc les 3 limites, c'est dimensionnel, culturel, on va dire, et cognitif de la rationalité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour autrui. Quand, justement, dans votre famille, dans vos amis, vous avez des individus dont il vous semble qu'ils ont basculé dans des croyances que vous considérez comme fausses, bien, la première chose, avant de les contredire, que vous devriez essayer de faire, c'est d'essayer de reconstruire leur rationalité. Généralement, encore une fois, les gens ne sont pas fous, les gens ont des raisons de croire ce qu'ils croient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ils ont des raisons. Et le premier élément du dialogue, si on ne veut pas perdre le dialogue, c'est de reconstruire les raisons de cette personne, pour mieux comprendre exactement comment cette personne en est arrivée là. Elle n'y est pas arrivée n'importe comment, en fait. Le deuxième élément fondamental de la pédagogie de l'erreur, on l'a vu aussi, j'y ai consacré un séminaire, ce n'est pas pour rien, c'est la contamination du croire par le désir. Toutes ces croyances auxquelles nous tenons, parce que nous sommes porteurs aussi de paramètres politiques, religieux, ou égocentrés, etc., qui font que certaines visions du monde complaisent plus, certaines informations, ou que, par exemple, dans un polyèdre complexe d'un phénomène, je vais regarder seulement les facettes du polyèdre qui conviennent à mon intérêt personnel ou à mes compulsions idéologiques, etc., etc. Ça fait partie aussi de la reconstruction de la rationalité d'autrui, si vous êtes confronté encore une fois, à des choses qui vous interpellent. Mais en tout cas, fondamentalement, je vous le redis, je sais aussi quelqu'un de la Mivilude, là, donc là, on parle, par exemple, sur les phénomènes sectaires de caractère assez radicaux de la croyance. Le conseil quand même qu'on donne, si vous avez, je ne vous le souhaite pas, un de vos proches qui vous inquiète, qui commence à basculer, alors là, pour le coup, dans des phénomènes de crédulité très, très, très inquiétants, c'est de ne pas rompre le lien. Parce que si vous rompez le lien, si vous vous moquez de ses croyances, c'est-à-dire si vous ne faites pas ce travail de reconstruction de sa rationalité, etc., lui, il va se bloquer. Et par exemple, le groupe sectaire ou très idéologisé, il n'attend que ça pour s'approprier l'individu qui va vivre une période de love bombing, et donc on va lui dire qu'il est super bien, etc., des choses qu'il n'aura pas forcément entendues souvent, et à tort, peut-être parmi ses amis ou sa famille. Et puis, on va l'enfermer dans un monopole cognitif ou dans un oligopole cognitif qui ne va pas du tout le prédisposer à la pensée critique. La pensée critique, pour le coup, l'esprit méthodique, c'est aussi s'ouvrir à des alternatives intellectuelles quand elles ont un intérêt. Bon. Donc, ça, c'est la pédagogie de l'erreur.
ne détaille pas trop parce que tout simplement, c'est exactement ce qu'on a fait dans ce séminaire. C'est pour ça que je vous demande, encore une fois, d'essaimer autour de vous, de reproduire ce séminaire. Là, cet été, par exemple, avant le pastis ou que sais-je, avant la partie de pétanque. Allez, un petit peu d'esprit critique pour tout le monde. Et il y a d'autres éléments qui ont été testés, comme le frame effect, le changement de cadre. Par exemple, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire disparaître certains effets des biais cognitifs si on change le cadre de narration du problème? Donc ça peut être aussi un problème de communication, et en effet, ils obtiennent des résultats assez intéressants dans certains cas. Ça, c'est des auteurs comme Gerd Gigerenzer, par exemple, qui se sont beaucoup intéressés à ces questions, ou Kosmidz et Toubiz. Alors, je vous donne un exemple sur lequel ils ont travaillé, mais il y a pas mal de travaux là-dessus. Ça, c'est un biais, et ça me permet de vous en montrer un autre, hein. C'est un biais très, très intéressant qu'on appelle le biais de négligence des taux de base. Biais de négligence des taux de base. Alors voilà un cas tout à fait typique qui pourrait nous concerner. Et à la limite, pendant la question de la Covid-19, hein, on s'est posé ces questions, on avait des tests pour voir si on était malade ou pas, ils n'étaient pas entièrement fiables. Bon, il n'y a aucun test qui est... Enfin, peut-être que si, j'en sais rien d'ailleurs, mais enfin, beaucoup de tests ne sont pas entièrement fiables. C'est comme ça. Et là, on a un cas de figure qui n'est pas du tout irréaliste. Une maladie touche une personne sur 1000 dans une population. Là aussi, ce n'est pas des chiffres totalement irréalistes. Elle peut être détectée par un test. On a un test pour détecter cette maladie. Mais celui-ci a un taux d'erreur positive de 5%, c'est-à-dire qu'il y a 5% de faux positifs. Donc dans la presse, on va dire que le test, ça va être présenté comme ça, il est efficace à 95%, c'est ce qu'on va dire. Et là, on se demande, un individu a fait un test, il est positif à ce test. Mettons, à l'époque de la Covid, là, vous faites le test et on vous dit vous êtes positif à la Covid. La question est, dans ces conditions, quelle est la probabilité de chance que vous soyez vraiment atteint de cette maladie? On a posé cette question, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les auteurs que je mentionne là, ils ont posé cette question à des médecins en fait. Et là, c'est pas rassurant, parce que beaucoup de médecins ont considéré qu'en réalité, compte tenu des données, la personne avait 95% de chance d'être atteinte par la maladie. Alors que la bonne réponse, c'est 2%. Dans ces conditions-là, il n'y a que 2% de chance que vous soyez vraiment atteint par la maladie. Quoi? Négligence des taux de base. Je vous explique quand même. C'est assez simple, en réalité. Bon, vous êtes d'accord? Vous allez voir, hein, ça va vous apparaître tout à fait lumineux. Là, c'est très mystérieux, mais vous allez voir que ça peut être très, très, très lumineux. Il y a une personne sur 1000, vous êtes d'accord, qui est malade vraiment dans la population. Si on prend 1000 personnes, en moyenne, il y a une personne sur 1000 qui est malade, d'accord? Mais si on faisait passer le test à tout le monde, il y aurait 50 personnes qui seraient positives et qui ne seraient pas malades. 1 sur 50, 2%. C'est un peu plus compliqué que ça, je vous simplifie. En fait, c'est 4995, mais bon, peu importe. Grosso modo, c'est ça les valeurs. Vous comprenez, en fait? Mais notre cerveau va faire comme si le taux de base, 1 sur 1000, n'avait aucune importance dans cette affaire. C'est pour ça qu'on appelle ça la négligence des taux de base. Alors, est-il possible de faire disparaître ce biais cognitif? Ou de faire taire les gens qui hurlent dans les couloirs? Alors ça, je ne sais pas faire, mais le biais cognitif, oui, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Kosmidz et Toubiz dans ce cas de figure. Voilà une autre présentation. Parmi 1000 Américains, on en trouve en moyenne un qui est atteint de la maladie X. Pour chaque millier d'Américains en bonne santé, on trouve 50 personnes en moyenne qui sont positives au test. Imaginez que nous prenions 50 Américains au hasard. Combien parmi ceux qui ont été positifs au test ont-ils réellement contracté la maladie? Voilà. Et avec cette présentation du problème, vous me direz, on a beaucoup clarifié le problème, évidemment. Mais il n'empêche qu'on a 76% des sujets qui donnent la bonne réponse. Cela veut dire, et que ça nous fasse bien réfléchir en termes de communication scientifique, qu'il y a peut-être parfois des façons beaucoup plus claires d'exposer les problèmes pour ne pas mettre le cerveau contre son camp quand on fait cette communication. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais il devrait se développer une ingénierie de la communication scientifique qui se centre aussi sur ces questions.
Et on a vu qu'à l'occasion de la pandémie, justement, il y avait des tas de malentendus. Pourtant, la communication a été plutôt relativement faite, efficace, massive, si je puis dire. Mais malgré tout, il y avait des réalités que nous avions du mal à concevoir, comme par exemple le développement exponentiel, je mets des guillemets parce que c'est le terme qui était utilisé, de la maladie, du virus dans la population. Comme je vous l'avais montré dans un des séminaires, nous avons beaucoup de mal à anticiper des phénomènes d'accélération ou de décélération. Généralement, ce que nous faisons, c'est de tirer une tangente à la pente du présent, ce qui nous rend incapables souvent de penser ces phénomènes d'accélération ou de décélération. Bon, ça, c'est une technique possible du problème, c'est-à-dire l'effet de cadrage. On va changer le cadrage de l'énoncé pour susciter d'autres types de réactions psychiques. C'est comme si, dans les illusions d'optique, on changeait d'angle de vue pour faire disparaître l'illusion. Donc ça, c'est l'effet de cadrage. Il y a une autre possibilité qui est ce qu'on appelle le contre-feu. Alors le contre-feu peut prendre plusieurs... vous savez ce que c'est que la technique du contre-feu, c'est les pompiers qui créent eux-mêmes des feux. Quand il y a un feu qui se développe dans une forêt, si vous brûlez avant que le feu n'arrive, le feu va s'arrêter parce que ça sera déjà brûlé. Donc c'est un peu contre-intuitif. Il faut maîtriser votre contre-feu, parce que si vous faites 2 incendies, évidemment, c'est pas très bon. Mais admettons qu'on arrive à maîtriser ce contre-feu, je fais confiance à nos pompiers, évidemment, quand le feu va arriver à cet endroit-là, il n'y aura plus rien à brûler et ça s'interrompra. C'est un peu l'idée, puisqu'en fait... il y a un escalier de la radicalité. Ça, je vous renvoie à mon livre, je me permets, La pensée extrême. J'ai consacré un livre à cela. Vous savez que vous connaissez l'image de cette grenouille ébouillantée, là, que tout le monde a déjà dit. Je vous l'ai dit si vous ne la connaissez pas. On dit que si on met une grenouille dans de l'eau froide et qu'on augmente la température de 1 degré, incrémentalement, elle va finir ébouillantée sans s'en apercevoir. Et il y a beaucoup de croyances auxquelles nous adhérons et qui nous mettent parfois sur des cimes de croyances très hauts, mais dans lesquelles nous rentrons très très progressivement. L'escalier de la radicalité a ceci de caractéristique que les premières marches souvent sont toutes petites. Nous ne nous apercevons pas que nous nous éloignons du sens commun. Chaque étape paraît logique. Et ça, c'est particulièrement caractéristique des phénomènes idéologiques forts ou des phénomènes sectaires. Dans les sectes, généralement, on vous dévoile très rarement la doctrine finale, parce que cette doctrine paraîtrait si aberrante qu'elle n'arriverait pas à saisir des individus qui n'y sont pas préparés. Donc en fait, on dissimule la doctrine finale et on vous fait rentrer par des propositions acceptables. Viens, on va faire des cours de méditation gratuits. Viens, maintenant que tu es là, si tu en as envie, tu peux méditer sur la figure du gourou, mais tu n'es pas obligé. Moi, je suis un enseignement spirituel. Ce gourou, entre parenthèses, il connaît le pape. Regarde, je te montre une photo, il lui serre la main, etc. Et puis, il a soulevé 2 tonnes avec la main gauche, ici, regarde. Voilà. Et donc, peu à peu, on rentre dans l'incroyable, dans le phénoménal, jusqu'à aboutir à l'idée que le gourou fait léviter des éléphants par la puissance de sa pensée. Puisque c'est à ça qu'aboutissait la secte que j'ai en tête et que j'ai beaucoup étudié. Et donc, on avait vraiment ce processus incrémentiel. Donc, un élément de contre-feu peut être d'anticiper en quelque sorte cet escalier et de dévoiler le terme de la croyance, un peu comme font les pompiers justement, pour que quand la personne arrive là, la terre soit déjà en quelque sorte brûlée. Alors à quoi ça peut correspondre ? C'est quelque chose d'assez mesuré, c'est ce qu'on appelle la technique de l'inogulation ou du pré-bunking. Donc là, voilà deux références parmi d'autres, et ça marche bien avec les enfants. Alors, ça peut sembler risqué comme ça, mais justement, on va habituer les enfants, par exemple, à certaines théories du complot ou à certains raisonnements fallacieux pour, en fait, un peu les maîtriser, en quelque sorte, et qu'ils soient résistants au moment où ils vont les rencontrer. Donc, ça accrédite, vous savez, un peu la métaphore que j'utilise de système immunitaire intellectuel. Il y a quelque chose comme un système immunitaire intellectuel et il y a pas mal de résultats expérimentaux qui montrent que ça fonctionne. Donc là, voilà, c'est une autre porte ouverte possible. C'est la théorie dite de l'inoculation, mais qui porte aussi le nom de pré-bunking. Donc ce n'est pas le debunking. Le debunking, c'est la démystification. C'est les chroniques de désintox, etc., que font beaucoup les journalistes, ce qui peut être utile dans une certaine mesure. Le pré-bunking, c'est précisément
encore une fois, renforcer préalablement le système immunitaire intellectuel des enfants ou des autres avant qu'ils rencontrent des propositions, vous voyez, avant qu'ils s'engagent dans l'échelle de la radicalité. Et un autre élément qui relève aussi du contre-feu, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la profondeur explicative. Alors le sophisme de la profondeur explicative, là aussi, une référence, il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est eux, en fait c'est Rosenblit et ses collègues qui en 2002 ont trouvé ce phénomène, qui est assez simple. Ils demandaient à des gens, est-ce que vous savez faire fonctionner par exemple une chasse d'eau ? Est-ce que vous connaissez le modèle, le système causal ? Est-ce que vous pourriez me décrire comment ça fonctionne ? Oui, oui. Bon, c'est bien, voilà un stylo, vous avez 1 heure, décidez-moi le schéma, comment ça fonctionne. Et là, les individus s'aperçoivent, les sujets de l'expérience s'aperçoivent qu'en fait, ils ont largement surestimé la profondeur explicative de leur modèle. Et si nous y réfléchissons un peu, à propos de tout sujet, on croit savoir, on a des modèles approximatifs, mais quand on se pose vraiment la question, parfois on l'a appris mais on ne le sait plus, ou parfois on ne le sait pas tout simplement. Et ce sophisme de profondeur explicative, il a été reconduit, parce que ça c'est pour des objets du quotidien, il a été reconduit pour des questions d'économie, pour des questions de perception sociale, etc. Et c'est encore plus fort pour ces questions-là. Raison pour laquelle on peut se dire que ce sophisme de profondeur explicative, il est particulièrement présent dans notre vie sociale, et en particulier dans les démocraties, n'est-ce pas, où on nous demande sans cesse notre avis, et c'est ça le principe de la démocratie, je ne condamne pas, mais peut-être que ce soir d'ailleurs on va annoncer des référendums, je ne sais pas, j'ai entendu parler de choses, on verra bien, mais du moins on nous implique, c'est le principe même de la démocratie, c'est de donner son avis. Et alors le problème, c'est que nous avons l'impression de savoir à propos de toutes sortes de choses. Et ok, on est comme ça, moi aussi qui vous parle. Mais par contre, on peut se servir de ça, parce que ça a été fait, pour faire douter la personne d'elle-même. Vous avez vu qu'à chaque fois, il ne s'agit pas de contredire la personne. Il ne s'agit pas de lui dire « t'as tort », etc. Mais par exemple, dans ce cas de figure, lui demander « mais comment ça marche exactement ton histoire ? Raconte-moi, là, il y a eu un complot, etc. Mais ils ont fait comment exactement ? Parce que ça semble bizarre, ceci, cela, etc. » Et il se pourrait alors que tout seul, et c'est ça l'esprit critique encore une fois, qui s'adresse à soi-même. On ne déradicalise pas les autres. Par contre, on peut s'auto-déradicaliser. Donc ce qu'on peut faire pour autrui, c'est éventuellement ouvrir des portes pour amener une révision de son jugement. Et on peut, de ce point de vue, sans doute convoquer, dans certains cas, le sophisme de profondeur explicative. C'est-à-dire demander simplement, poser un certain nombre de questions à la personne, qu'elle clarifie sa position. Alors ça ne va pas être un coup de baguette magique, elle ne va pas dire tout à coup « ah ben non, j'y crois pas », mais le verre sera dans le fruit en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on lui aura fait prendre conscience qu'un modèle dans lequel elle adhérait peut-être inconditionnellement n'est pas si clair que ça causalement dans son esprit. Et le dernier point, nous arrivons à la conclusion, c'est-à-dire que les ressources ne sont pas infinies, vous voyez, mais enfin quand même, il y a des ressources, il y a des possibilités, y compris pour nous, encore une fois. Eh bien, la 4e possibilité, c'est le rétro-jugement, c'est-à-dire amener l'individu à revoir un raisonnement en modifiant les conditions de l'énoncé. Subtilement, donc sans le contredire, encore une fois, qui s'aperçoivent lui-même, qui disent « ah ouais, peut-être que là, je suis allé trop loin ». Parce que, à propos de tout sujet, nous avons des modèles mentaux que nous convoquons. Mais nous avons aussi des ressources incroyables, qui est la capacité de revenir sur notre raisonnement, d'où le terme de rétro-jugement. Nous revenons sur notre jugement. Alors, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, je vais vous faire un rétro-jugement, là, sans filet, on prend des risques, et je vais le voir normalement physiquement. Vous me demandez bien en quoi ça va consister. Un peu de suspense. Alors voilà. Je commence à voir certaines personnes pencher la tête. Je vous dis, ça, c'est une expression de votre rétro-jugement. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez vu cette image, elle est un peu bizarre comme ça, mais vous en avez eu une interprétation intuitive. Ces 3 bonhommes qui sont comme ça contre un mur, c'est un peu bizarre, mais et puis tout à coup, votre cerveau perçoit une anomalie en haut à droite. Et donc, ça le force à rétro-juger sur le premier modèle mental qu'il a convoqué pour
donner un sens à cette image. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais le voir physiquement, parce que ce qui vous aide à rétro-juger, c'est de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça. Ah, » Vous voulez contrôler, en fait, c'est dans ce sens-là, et vous dites « Ah oui, oui, ok, c'est bien ça. » Et en fait, ils sont par terre. Voilà. Eh bien, c'est un peu la philosophie de ce qu'on peut faire dans certains cas de figure. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même fait. Et je me suis intéressé à ce qu'on appelle les probabilités composées. C'est-à-dire quand on a plusieurs tâches à faire, et pour toutes les réussir, il faut toutes les passer. Et chaque tâche a une probabilité d'être réussie. Alors par exemple, très très simple, Jean doit aller du point A au point B. Pour cela, il doit éviter les obstacles qui sont au nombre de 4. Il a 80% de chance d'éviter le premier obstacle, 80% de chance d'éviter le second, 80% d'éviter le troisième et 80% d'éviter le quatrième. Vous voyez, je n'ai pas cherché à compliquer l'affaire. Bon. Combien, selon vous, de pourcentage de chance a-t-il d'arriver sans problème au point B, c'est-à-dire en évitant tous les obstacles? Alors, tout le monde ne sait pas résoudre en fait ce problème. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai obtenu, donc ça c'est dans un autre livre, L'Empire de l'erreur, qui porte bien son nom, sans doute. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a plus de 50% de gens qui font la moyenne. C'est-à-dire qu'ils disent, grosso modo, il y aura 80% de chance, en tout. Et puis, en moyenne, les gens sont trop optimistes par rapport à ce genre de structure de probabilité. D'accord ? Ce qui explique, je n'ai pas le temps de vous le dire pourquoi, mais je l'explique dans d'autres livres, pourquoi, par exemple, les chantiers sont en retard, etc. C'est un problème c'est un problème de probabilité composée, probablement. Mais passons sur cela, restons sur notre idée. Alors pourquoi? Parce que du coup, je sais comment ils ont raisonné, parce que j'ai fait des entretiens, après ça c'est une approche un peu quanti, mais j'ai fait des entretiens, et les gens me disaient, alors pourquoi vous avez répondu ça? Je leur disais pas que c'était faux. Ils me disaient, en fait c'est simple, ils décomposaient le problème, croyant suivre Descartes, vous savez quand un problème est trop compliqué, il faut le diviser en sous-parties, et ils disaient, voilà, le premier obstacle, j'ai 80% de chance, il est derrière moi maintenant. Donc combien j'ai de pourcents de chance de franchir le deuxième? Toujours 80%, etc., etc. Non, on est d'accord, c'est pas ça. Et non, c'est pas ça. Bien sûr, c'est 0,8 à la puissance 4, en l'occurrence, ce qui doit nous ramener à 30 et quelques pourcents, si ma mémoire est bonne, je ne vais pas calculer comme ça, mais enfin, peu importe. Donc en fait, évidemment, l'hypothèse dans ce mode de résolution, quelle est l'hypothèse implicite? Et qu'il faut faire scintiller. C'est ça le rétro-jugement. C'est en fait que le nombre d'obstacles n'a pas d'importance. Ah oui, vous raisonnez comme ça? Alors s'il y en a 10, qu'est-ce que vous répondez? Et alors je leur ai demandé, quelle serait votre réponse pour le même problème si au lieu d'être au nombre de 4, les obstacles étaient au nombre de 10? Puisqu'en fait, l'implicite du raisonnement précédent, c'est que le nombre d'obstacles n'a pas d'importance. Et là, vous rendez explicite l'implicite de son raisonnement, sans le contredire, encore une fois. Donc vous essayez de susciter un rétro-jugement. Bon, pour être tout à fait honnête, le taux de rétro-jugement que j'ai réussi à obtenir est de 21%. C'est pas énorme, n'est-ce pas? C'est pas énorme. Mais ceci étant, pour rester sur une note d'optimisme, certains collègues, c'est le cas d'Olivier Houdet, dont je vous recommande aussi la lecture, par exemple sur le raisonnement, etc., il arrive à obtenir des taux de rétro-jugement bien plus forts, de l'ordre de 70 à 80%, avec certaines procédures d'exposition. Donc vous voyez, il ne faut jamais tout à fait désespérer, mais le réel est un os, comme disait Hegel, donc nous avons encore beaucoup de travail devant nous, et n'oubliez pas, je compte sur vous. Merci.